Musique et sciences avec Louis Brouillette. Bonjour et bienvenue à Musique et sciences. Je suis le musicologue Louis Brouillette. Chères auditrices et auditeurs, saviez-vous que la perte auditive induite par le bruit est la cause d'invalidité la plus fréquente chez les travailleurs nord-américains? En 2017, 72,5% des dossiers d'invalidité enregistrés et acceptés à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail concernaient la surdité professionnelle. Les musiciens professionnels n'échappent pas à cette réalité de perte d'audition. Une étude de 2014 menée par des chercheurs de l'Université de Brême en Allemagne a montré que les risques de devenir sourds seraient multipliés par 4 chez les musiciens, autant classiques jazz que rock, par rapport au reste de la population active en Allemagne. Pour prévenir les dommages auditifs, les musiciens devraient, parce que ce ne sont pas tous les musiciens qui le font, devraient porter des protecteurs auditifs plus communément appelés bouchons. Et derrière les différents types de protecteurs auditifs offerts sur le marché se cache un travail de génie, en fait de recherche et d'expérimentation, mené souvent par des ingénieurs. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un de ces ingénieurs-chercheurs. Il s'agit de Jérémy Voix, professeur au département de génie mécanique de l'École de technologie supérieure à Montréal, qui effectue notamment des recherches dans le domaine de la santé auditive des travailleurs. Jérémy Voix, bonjour. Bonjour Louis. Votre thèse de doctorat en 2006 déjà portait sur la mise au point d'un bouchon d'oreille intelligent, entre guillemets. Puis en 2014, vous avez intitulé un de vos articles « Did you say bionic ear ?» c'est-à-dire « Avez-vous dit oreille bionique ?» Qu'entendiez-vous en 2006 par bouchon d'oreille intelligent et en 2014 par oreille bionique? Alors, vous avez effectivement bien résumé ce qu'était le risque de la surdité professionnelle qui touche en fait un grand nombre aussi de travailleurs au Québec. Donc, juste au Québec, on estime entre 400 et 500 000 le nombre de travailleurs qui chaque jour finalement sont exposés à des niveaux de bruit excessifs qui mettent en danger leur audition. Et quand on dit mettre en danger leur audition, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont à la longue devenir sourds et c'est quelque chose qui est irréversible. Donc, bien que ça paraisse effectivement mineur parce que ce n'est pas douloureux, ce n'est pas visible, ça ne saigne pas, c'est quelque chose qui ne peut pas être remis en arrière. Donc on a vraiment quelque chose qui est irréversible et qui à terme va avoir des dommages très importants. Donc en termes de société, si on pense à ce que la surdité entraîne, c'est évidemment de l'isolation parce que les personnes qui ne peuvent plus entendre ont du mal à communiquer. En communiquant moins, elles s'isolent. On sait maintenant que c'est effectivement souvent des causes sous-jacentes à des maladies dégénératives type Alzheimer et autres. Donc, et ça c'est sans compter au quotidien un travailleur exposé à du bruit. C'est quelqu'un qui va effectivement développer du stress, des risques de maladies cardiovasculaires et autres. Et on parle évidemment beaucoup de travailleurs industriels parce que c'était effectivement un petit peu les prémices du travail étaient de dire voilà, ça fait 30 ans, et on parle d'un travail que j'ai fait il y a 15 ans, mais voilà 30 ans qu'on essaye effectivement de prévenir le bruit au travail. Et prévenir le bruit au travail, pour un ingénieur, ça veut dire essentiellement réduire le bruit. Donc on essaie de contrôler le bruit, et là je parle encore une fois du bruit industriel, donc c'est penser à quelqu'un qui travaille dans une mine, dans une scierie. Évidemment au Québec et au Canada ce sont beaucoup des industries primaires d'extraction de ressources et autres, donc généralement très bruyantes, mais regardez autour de nous ou écoutez autour de nous, c'est aussi le bruit qu'on peut avoir dans les transports, dans les différentes opérations de construction, il y a beaucoup de travaux à Montréal notamment, donc tout ça est très bruyant et fait finalement toutes ces personnes-là vont développer des surdités quand bien même on essaie de limiter le bruit à la source, ce qui est normalement la priorité. Donc là, vous l'avez bien dit, une autre façon de faire, ou complémentaire, c'est de dire, si on ne peut pas réduire le bruit à la source, parce qu'un marteau-piqueur, c'est dur de l'insonoriser, c'est dur de faire sortir de la roche d'une mine en lui disant de sortir simplement, il faut souvent taper dessus. Donc tout ça est bruyant. Donc la protection auditive, qui consiste à se mettre soit ces petits bouchons dont vous avez parlé, soit des casques anti-bruit, est une bonne avenue. Le problème, c'est que sur 30 ans, on se rendait compte que bien que ces dispositifs aient été mis à la disposition des travailleurs, les surdités ne faisaient qu'augmenter et empirer au point d'être à ce chiffre alarmant que vous aviez, que vous venez de citer. Alors là, au début de mon doctorat, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que ces bouchons, notamment, sont si peu efficaces? Et peu efficaces, beaucoup de gens vont vous le dire, oui, les bouchons, ça sert à rien, ça marche pas. Mais ma question en tant qu'ingénieur, c'est, ok, mais pourquoi ça marche pas?
Et qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Et en fait, on savait dans la littérature que les gens ne mettaient pas bien leurs bouchons. Donc les travailleurs ne mettent pas bien les bouchons, ne les mettent pas assez profondément. Pensez à ce petit bouchon jaune qu'on doit insérer. Eh bien, il y a toute une technique pour le rouler, l'insérer très profondément dans le conduit auditif. Il est tellement d'ailleurs enfoncé profondément qu'on le voit plus. On a même du mal à aller le rechercher. Mais c'est comme ça qu'on a les atténuations qui sont certifiées pour le bouchon. Le problème, c'est qu'en pratique, les gens ne mettant pas le bouchon aussi bien qu'en laboratoire, eh bien, les performances sont drôlement moindres et évidemment, la personne est surexposée au bruit. Donc ça, c'est un petit peu de ces constats-là que je suis parti en me disant, mais ce qu'on devrait faire, c'est vraiment développer un bouchon dont on pourrait vraiment mesurer sur chacune des personnes, chacun des travailleurs, l'atténuation effective. Donc de combien est-ce qu'il protège vraiment ce travailleur dans ce bruit réel d'exposition. Et alors pour ça, l'idée est assez simple. Imaginez donc ce petit bouchon. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai instrumenté. Donc j'ai mis finalement 2 petits microphones. Un qui va aller au travers du bouchon, mesurer le son dans le conduit auditif, qui est donc bouché par le bouchon, et un autre qui se situe à l'extérieur. Et en mesurant la différence entre ces 2 micros, je vais donc avoir une estimation relativement précise de l'atténuation offerte par le protecteur. Donc je vous passe un peu tous les calculs, mais c'était ça finalement la première, on va dire, pierre de pose du bouchon d'oreille intelligent. C'était un bouchon dont on était sûr de connaître les performances sur chaque travailleur. Et l'oreille bionique? Alors, l'oreille bionique, c'est arrivé un petit peu par la suite parce que ce bouchon intelligent, finalement, ce système de mesure que j'avais développé durant mon doctorat a été ensuite adopté par une multinationale d'origine américaine qui, aujourd'hui, le commercialise sur tous ses protecteurs, y compris les protecteurs jetables. Donc, on peut venir mesurer sur ce petit bouchon de mousse exactement combien vous allez avoir sur votre oreille, Louis, combien j'aurai, moi, sur la mienne, et on pourra savoir si vous êtes protégé, si je suis protégé. On pourra même vous recommander d'utiliser un autre type de protecteur selon les performances que vous aurez, etc. Donc l'oreille bionique, c'est parti de cette idée-là de dire, bon, ben là, c'est très bien, j'avais fait cette mesure ponctuellement, j'avais juste mesuré avec ce petit micro que j'ai inséré, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un bouchon qui mesure en continu cette atténuation notamment, et donc avoir le micro interne et le micro externe dont j'ai parlé, qui soient en permanence dans le bouchon. Et donc tranquillement, on se retrouve avec un système électronique qu'on a dans l'oreille, donc j'ai appelé ça l'oreille bionique parce que on va pouvoir faire énormément d'applications. On va en parler, j'imagine, de quelques-unes des applications, mais une de ces applications, c'est notamment de rajouter, en plus de ces 2 microphones, rajouter un petit haut-parleur à l'intérieur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement pouvoir protéger l'oreille, mais grâce au microphone extérieur, lorsqu'on juge que les sons ambiants sont utiles ou intéressants, eh bien là, on va pouvoir les transmettre à l'intérieur, en enlevant éventuellement les bruits qu'on juge donc néfastes ou inintéressants. Donc c'est un petit peu le concept d'oreille bionique, c'est qu'on va pouvoir, ou en tout cas bouchon d'oreille intelligent, on va pouvoir filtrer les signaux que l'on veut faire entendre. Donc pour un travailleur, c'est souvent la parole, les signaux d'alarme, et pour un musicien, évidemment, on s'entendrait que ce serait la musique, mais probablement à un niveau qui serait réduit et moins dommageable pour l'audition. Puis en 2007, vous avez publié avec 3 de vos collègues un article dans la revue American Journal of Audiology au sujet d'un projet pilote des émissions auto-acoustiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les émissions auto-acoustiques, et pourquoi est-ce important de les mesurer? Alors ça, c'est un petit peu un autre volet qu'on a voulu embarquer dans l'oreille bionique, c'est de se dire, maintenant qu'on a toute cette instrumentation, est-ce qu'il y aurait une manière finalement de détecter si les niveaux qui ont été reçus par le travailleur ou le musicien ont été dommageables pour l'oreille. Sauf qu'on voulait le mesurer avant même qu'il y ait une surdité qui se développe. Et l'idée, c'était d'utiliser une méthode qui avait été développée dans les milieu des années 1980, qui était utilisée beaucoup en milieu clinique et qui permet en fait de diagnostiquer si l'oreille externe, on va dire la cochlée finalement, donc ce qui est à l'intérieur de l'oreille, mais ce qu'on appelle le système périphérique, était fonctionnel. Donc ça, c'est une mesure qui est très amusante parce qu'elle est un petit peu musicale. C'est qu'en fait, on va envoyer, grâce au petit haut-parleur dont je viens de vous parler, on va envoyer à l'intérieur de l'oreille 2 notes simultanées. Alors ces notes, elles ne sont pas vraiment définies sur votre gamme, mais on va les dénommer par leur fréquence F1 et F2. Et en envoyant ces 2 notes-là, ce qui va se passer, c'est que l'oreille va répondre avec une 3e note. Donc ça fait un peu rencontre du 3e type, mais en réalité, si j'envoie un tit-tit, il y a une réponse très basse qui va arriver, qui va se trouver à 2 F1 moins F2. C'est une fréquence qu'on appelle d'intermodulation. Et elle va se retrouver très basse, et elle va donner finalement un signe que l'oreille a bien perçu les sons et les a bien amplifiés. Parce qu'en réalité, c'est en amplifiant ces 2 tonalités que l'oreille s'est trahie.
Et ça, c'est un phénomène assez amusant, c'est qu'effectivement, dans l'oreille, on a une forme d'écoute active, on est capable d'amplifier, et c'est le mécanisme cochléaire qui fait ça, on amplifie les sons. Mais en les amplifiant, finalement, on produit un son qui va être régénéré par l'oreille, et l'oreille se met à faire vraiment ce petit son que je vous ai fait, qui est très 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 bas, mais qu'on va pouvoir enregistrer avec le microphone qui est dans l'oreille. Donc ça, c'est des émissions auto-acoustiques, c'est précisément ce qu'on appelle un produit de distorsion. Et l'avantage, comme je vous le disais, c'est que ça permet de tester que tout mon système périphérique est fonctionnel sans avoir eu besoin de me faire un audiogramme ou de me demander si j'entendais ou non le son. Et je vous disais que c'était utilisé en milieu clinique parce que oui, par exemple, depuis quelques années, on l'utilise chez les nouveau-nés pour détecter si un nouveau-né a une audition périphérique normale. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc en milieu clinique ce petit appareil, mesure des produits de distorsion ou des émissions auto-acoustiques, et on va pouvoir voir si oui ou non l'oreille fonctionne. Ça ne dit pas si tout le système ensuite sous-jacent fonctionne jusqu'au cortex auditif et autres, mais au moins ça donne une idée de l'état fonctionnel. Et donc nous, notre idée, c'était de l'adapter pour les travailleurs et de pouvoir voir si ce changement, si ce petite tonalité change en fait de niveau au cours de la journée. Ça veut juste dire que l'oreille est fatiguée, qu'elle a eu trop d'émissions, trop d'expositions, et on va pouvoir comme ça doser exactement finalement quelle est ce qu'on appelle la susceptibilité individuelle des oreilles. Parce que peut-être que votre oreille est très entraînée et moins sensible que la mienne, peut-être que la mienne est plus sensible et que ma fatigue va démarrer plus tôt, mais c'est quelque chose qu'on voulait vraiment pouvoir estimer sur chacun des travailleurs, notamment dans leur milieu de bruit ambiant, donc quand il y a du bruit en présence de bruit de fond ambiant. Intéressant. Maintenant, écoutons un extrait de Carmina Burana. En fait, c'est une œuvre de Karl Orff, mais qui peut être très dommageable pour les oreilles des musiciens et des chanteurs, parce que ça commence très fort, ça finit très fort également, que le mouvement O Fortuna. Alors écoutons un extrait de Carmina Burana de Karl Orff. Jérémy Levoy, vous avez déposé quelques demandes de brevets au cours de votre carrière. Parlons des deux dernières. Commençons par votre invention avec 3 de vos collègues d'un type d'oreillette de communication. De quoi s'agit-il exactement?
Alors d'abord, il faut comprendre que les brevets, c'est effectivement quelque chose que l'on fait couramment dans le domaine de l'ingénierie, essentiellement finalement pour s'octroyer un droit de commercialiser. Et donc ici, c'est de la recherche qui est faite de façon universitaire avec des fonds publics, mais l'idée c'est que les bénéfices finalement de cette recherche vont pouvoir servir au Québec, au Canada, notamment à des entreprises qui vont ensuite commercialiser ces technologies. Donc quand je vous disais des accords avec des multinationales américaines et autres, mais qui passent par des compagnies québécoises qui finalement valorisent cette innovation. Donc des brevets, effectivement, soit on publie les résultats, soit on les brevette, soit on fait les deux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Souvent, on brevette d'abord et on publie ensuite pour qu'il y ait finalement des bénéfices des deux côtés. Mais ce brevet donc, concerne vraiment l'idée de pouvoir communiquer dans le bruit. Donc ça, c'est un autre problème. Quand bien même maintenant, je suis bien protégé parce que j'ai testé l'étanchéité acoustique de mes bouchons grâce au dispositif dont on discutait. Mais comment est-ce que je fais pour parler à mes collègues ? Il faut évidemment pas que j'enlève mon protecteur. Et si je me mets à crier, évidemment, c'est très inconfortable. Donc, une des idées, c'était d'utiliser le microphone qui se trouvait dans l'oreille. Vous vous rappelez, on avait ce microphone qui mesurait le bruit résiduel. Et en fait, on se rend compte qu'il va capter notre voix, mais il va capter la voix qui sort finalement de l'oreille. Donc, lorsqu'on parle, la boîte crânienne est mise en mouvement, elle vibre, et il y a du son qui est régénéré à l'intérieur du conduit auditif. Et là, vous comprenez l'astuce, c'est que vu qu'on a un bouchon, évidemment, eh bien, le son, il est régénéré dans un endroit qui est relativement silencieux, qui est le conduit auditif occlus, et donc on va avoir un rapport signal-bruit, donc un signal de voix qui va être très intelligible, ou en tout cas bien supérieur au bruit ambiant, et ensuite on va pouvoir retravailler ce signal de parole, parce qu'il est un petit peu, malheureusement, abîmé, parce que c'est l'expérience que vous avez lorsque vous mettez un doigt dans l'oreille et que vous parlez, vous avez une voix qui est très caverneuse avec beaucoup de basses fréquences mais très peu d'aigus, et on va donc recréer ces fréquences aiguës qui manquent par du traitement de signal, et ensuite on va pouvoir faire en sorte que les travailleurs se parlent sans fil, donc par un système un petit peu de walkie-talkie. Donc c'est un tout petit boîtier qu'ils ont au col, et ils ont simplement à appuyer et ils peuvent se parler comme ça librement. Donc ça, c'était l'invention dont on a parlé et qui effectivement est depuis commercialisée. Il a vraiment changé les choses. Donc les premières expériences ont été faites au Québec dans des alumineries, et on avait des témoignages très intéressants parce que les gens pouvaient travailler et communiquer pour la première fois, donc ils se sentaient protégés et ils pouvaient communiquer, ce qui était une grande nouveauté pour eux. Et autre chose qui, maintenant vous allez comprendre, est beaucoup d'actualité, ils pouvaient se parler quand bien même ils avaient un masque devant le visage, notamment des respirateurs pour les gaz toxiques. Et ça, c'était quelque chose qui aujourd'hui d'ailleurs a beaucoup d'appels pour beaucoup de personnes, c'est que même si on a des équipements de protection individuels sur le visage, sur la bouche, etc., on va pouvoir communiquer avec ces systèmes-là, donc et parler et entendre. Petit détail technique, le brevet, lorsque vous le déposez, est-ce que c'est pour un pays en particulier ou c'est pour tout le monde? Alors, le brevet, effectivement, on doit le déposer dans différents pays. Chaque pays a ses bureaux de protection, finalement, de la propriété intellectuelle. Souvent, on peut faire une demande unique, qu'on appelle PCT, qui va couvrir plusieurs pays, mais on doit ensuite, plus tard, lorsqu'on rentre dans les phases nationales, on doit sélectionner les pays qu'on veut. Donc, stratégiquement, on choisit toujours, évidemment, le Canada, les États-Unis, parce que c'est un partenaire proche, et puis beaucoup de pays. L'Europe a évidemment une uniformité dans leur octroi de brevets, et puis aussi des pays qui peuvent être asiatiques, mais évidemment c'est toujours une décision qui se fait en fonction des coûts qu'on est prêt à mettre. Les universités ne souhaitent pas non plus payer des redevances de brevets qui soient trop importantes, donc c'est très important aussi qu'il y ait des partenaires industriels ensuite qui sont intéressés par ces technologies, parce qu'on ne veut pas appauvrir l'université publique simplement parce qu'on a pris des brevets. Votre dernière invention brevetée que vous avez développée avec Antoine Bernier concerne un dispositif actif de protection de l'audition. Quelles sont les nouveautés par rapport au dispositif antérieur? Alors, ce brevet-là concerne précisément un projet sur lequel Antoine et moi travaillons, de bouchons pour musiciens. Alors l'idée était précisément de pouvoir protéger les travailleurs industriels que sont les musiciens professionnels et qui ont des besoins très particuliers parce qu'eux doivent entendre effectivement tout ce qui se passe autour d'eux, mais à niveau réduit ou à niveau sécuritaire. Et là, vous savez très bien qu'il y a des notions de soni, donc on n'entend pas, l'oreille n'entend pas de la même façon et avec le même contenu dynamique selon le niveau auquel on présente les sons. Donc il y avait un enjeu qu'on appelle l'enjeu d'isolation. Donc, comment faire pour que même si je baisse de 10 dB, eh bien, j'ai un équilibre spectral qui soit conservé et que j'ai la même impression d'orchestre et d'ambiance sonore. Donc, ça, c'était un premier défi. Mais le deuxième défi, qui était techniquement très amusant, est celui de l'effet d'occlusion. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Lorsque vous parlez et que vous avez un protecteur dans l'oreille, la boîte crânienne vibre et vous entendez votre voix très, très forte. Mais ça, c'est un problème pour les musiciens parce qu'imaginez un musicien choriste, imaginez un instrumentiste qui a un instrument qui touche à la boîte crânienne, donc clarinette,
clarinette, saxophone, violon, peu importe. Tous ces instruments vont mettre en mouvement la boîte crânienne et donc le musicien va s'entendre extrêmement fort et ça va complètement débalancer sa perception de son instrument ou son organe versus le reste de l'ensemble. Et donc, l'idée ici, c'était de, encore une fois, utiliser le petit haut-parleur qui était à l'intérieur, le petit microphone qui était à l'intérieur et de faire ce qu'on appelle du contrôle actif de bruit, donc de faire de l'anti-bruit. Donc on génère en fait, on capte avec le microphone le son de votre instrument ou de votre voix et on va avec le haut-parleur envoyer un signal qui va être opposé, donc inversé en phase et qui va annuler ce son-là. Et donc vous allez pouvoir avoir la sensation de rien avoir dans les oreilles finalement et vous n'avez plus cet effet d'occlusion. Donc c'était un des effets très intéressants et assez frappants parce qu'on est même capable d'enlever une des parties de la conduction solidienne. Donc lorsque vous percevez votre voix, vous qui êtes en radio, vous le savez bien, votre voix telle que vous la percevez et telle que vous l'entendez, elle est très différente. Et là, le fait qu'on puisse enlever cette contribution pratiquement liée à la conduction osseuse, eh bien, faisait en sorte que vous êtes presque capable d'entendre la voix que les autres entendent de vous, tout en portant ces protecteurs. Donc c'était quelque chose qui ouvrait aussi la voie à beaucoup de recherches en psychoacoustique et qui définitivement est ce sont les premières briques, encore une fois, on l'espère, un protecteur pour les musiciens. Wow. Alors maintenant, écoutons de la bobine au premier tour de clé de Zebra. En fait, c'est un compositeur qui a utilisé les sons d'une usine de fabrication d'automobiles et 90% des sons qu'on va entendre proviennent de cette usine. Jérémy Voix, en terminant, quels sont les principaux défis de votre domaine de recherche et comment entrevoyez-vous le futur des dispositifs de protection auditive? Bien, en réalité, on a vraiment le sentiment que les choses vont converger. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de protection auditive, on a parlé un petit peu de communication dans le bruit, et on pense finalement que cette mode un petit peu d'avoir des dispositifs qu'on appelle connectés sur soi, que ce soit une montre intelligente, des lunettes intelligentes, etc., tout ça va finalement converger et que l'oreille, en fait, est vraiment le bon endroit pour cette convergence. Donc, mon équipe et moi travaillons beaucoup sur des dispositifs qui vont être également capables de faire, par exemple, ce qu'on appelle la biosensification intra-auriculaire, donc de capter des signaux qui sont vraiment des signaux physiologiques, mais à partir de votre oreille. Donc ça peut être des signaux qui sont audibles, acoustiques, donc je ne vous l'ai pas dit encore, mais à partir du petit microphone qui est dans l'oreille, j'entends votre battement cardiaque, j'entends votre respiration, et ça peut être très intéressant pour monitorer la santé et sécurité d'un travailleur qui est à distance, mais ça peut être utile pour beaucoup d'autres applications, où on va vouloir un petit peu comprendre quel est l'état de la personne. Et en parlant d'état de la personne, vous savez bien que une des difficultés justement liées à la perte auditive, c'est d'écouter dans le bruit, écouter une conversation, écouter un instrument, etc. Et là, ce qui est très amusant, c'est qu'on se rend compte que les prothèses auditives, par exemple, qui sont des petits amplificateurs qui sont censés restaurer cette audition, mais on l'a dit, l'audition étant perdue, elle est vraiment perdue.
Eh bien, ces petits dispositifs n'ont jusqu'à présent pas utilisé finalement la puissance du cerveau. Et la puissance du cerveau, elle est énorme. Vous la connaissez comme musicien, quand vous faites de l'écoute active, vous êtes capable, à travers un ensemble incroyable, d'écouter une petite ligne d'instrument ou une petite note, ou si vous êtes simplement amateur de son, vous pouvez entendre un oiseau très précisément et vous pouvez identifier. Donc, on est capable d'écouter activement. Et bien, une des idées, c'est de connecter un petit peu le cerveau et l'oreille, mais de façon électronique, c'est-à-dire d'être capable de récupérer l'influx nerveux, donc les ondes cérébrales, à partir des ondes cérébrales, être capable de comprendre ce sur quoi la personne porte son attention. Et si on est capable de faire ça, c'est un petit peu le saint graal de notre domaine de recherche. On serait capable effectivement d'amplifier uniquement une conversation qui nous intéresse, par exemple à table, de dire à la prothèse auditive, ben voilà, en fait, je me concentre sur telle personne qui est en train de me parler. On serait capable d'identifier effectivement les sources d'intérêt, donc en couplant à la fois donc les ondes cérébrales et le traitement audio. Donc c'est un petit peu l'enjeu qu'on regarde. Et évidemment, ça ressemble un petit peu à des choses bioniques et de cyborg, mais donc avec des enjeux éthiques intéressants, mais voilà, c'est tout à fait nos domaines de recherche. Alors, beaucoup de recherches en perspective. Pour terminer, écoutons Fabrique symphonique de Maxime Goulet avec l'Orchestre métropolitain et les élèves de l'école Sainte-Claire à Montréal. En fait, c'est un mouvement d'une symphonie qui dépeint le travail difficile et répétitif des travailleurs d'usine. Jérémy Voix, merci. Merci beaucoup. Merci également au technicien de son, Valérien Fournier. Vous écoutiez Musique et Sciences avec Louis Brouillette. À la semaine prochaine.